Judaïque FM. Et tout de suite, ainsi que je vous l'annonçais, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Karine Thuil, écrivaine pour son nouveau roman de la rentrée, Les choses humaines, paru chez Gallimard. Karine Thuil, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Karine Thuil, on va commencer, et c'est pas mon habitude, par évoquer le titre. Parce que dans le titre de votre ouvrage, les choses humaines, il y a le mot humaine, humain, humanité. Et il y a beaucoup d'humanité dans votre roman. Il y a beaucoup d'humanité et c'est un roman de société, de la société moderne dans laquelle on vit. Pourquoi le choix de ce titre ? Je me suis posé la question à la fin. En fait, dans les premières pages de La recherche du temps perdu, Proust utilise ces termes, les choses humaines, le retour des choses humaines, dans cette fameuse scène où il réclame sa mère. Oui. Et j'ai trouvé que c'était très beau, en fait, ces deux mots à coller. Et c'est vrai que moi, depuis maintenant 20 ans, j'essaye de construire une œuvre littéraire sur les dysfonctionnements de la société, sur notre humanité, sur les rapports entre les êtres. Et donc le titre s'est imposé très, très facilement. Je l'ai adopté tout de suite. Est-ce qu'on pourrait parler sur la perte de notre humanité et aussi autour de thèmes qui vous posent problème et parfois même qui vous révoltent ? Oui, c'est en fait finalement le sujet de la violence. Il me semble qu'on traverse une période particulièrement brutale, violente, avec différentes thématiques que je développe dans le livre et dont on parlera sûrement, comme les agressions sexuelles, l'antisémitisme, oui. Les rapports sociaux de plus en plus tendus. On est quand même dans une société de la performance, de la compétitivité. Et je me pose la question, comment est-ce que l'on survit ? Comment est-ce que l'on conserve ces valeurs ? Comment est-ce qu'on tient debout dans une société qui nous met sans cesse à rude épreuve. Alors, Karine Thuil, vous êtes l'auteur de L'invention de nos vies et de l'insouciance, traduit en plusieurs langues. Les choses humaines, c'est votre 11e roman. Vous avez des romans qui ont été traduits en hébreu ? Alors, je suis très heureuse. C'est une nouvelle que je viens d'apprendre cette semaine. Je viens d'apprendre que Les choses humaines va être traduite en hébreu prochainement. Donc, j'en suis ravie. Mais écoutez, on vous dit Mazel Tov et on est ravis pour vous également que nos amis israéliens puissent avoir accès à vos romans, à votre écriture. Alors, les choses humaines, vous avez commencé à l'écrire à quelle période ? On va tout de suite parler de ça, parce que ça me paraît très important. Je vais juste faire une parenthèse. Karine, on se connaît bien, et j'ai dévoré votre livre cet été, passionnément, comme chacun de votre ouvrage. Ça arrive qu'on ait des fans, voilà, j'en suis ravie. Et au moment... En plein milieu de l'été, j'étais tellement dans le livre, je vous ai envoyé un message et je vous ai dit, mais comment avez-vous fait ? Vous êtes en plein cœur de l'actualité, si j'ose dire, malheureusement. Mais en fait, ce roman, il a commencé à être écrit quand ? Je l'ai commencé il y a très longtemps, bien avant MeToo, bien avant tous les scandales de ces derniers mois. En fait, je l'ai commencé en juin 2016, après avoir lu un fait divers qui s'était déroulé aux États-Unis et qui opposait un jeune étudiant de Stanford, brillant, sportif émérite, et une jeune femme qui était présente sur le campus lors d'une soirée et qui l'accusait d'agression sexuelle. Il y avait eu un procès en juin 2016 aux États-Unis, et à l'issue de ce procès, il avait écopé d'une peine de 6 mois de prison, dont seulement 3 fermes. Et il y avait eu une vague d'indignation, un tollé, les femmes ne comprenant pas ce jugement si clément. Et ça a commencé à m'intéresser, à la fois pour aborder cette question des violences sexuelles, qui pour moi est un sujet très important, et aussi pour reprendre une thématique que l'on retrouve dans tous mes livres, qui est celle de la chute. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand vous construisez un destin, vous essayez de bâtir, de faire quelque chose de votre vie, et que par un acte délictueux, criminel, vous détruisez tout en quelques secondes. Finalement, c'est la tentation du saccage et de la destruction dans une vie jusque-là parfaite. Oui. Et c'est l'un des grands thèmes de votre roman. Est-ce que vous préférez que je vous demande de résumer l'histoire en quelques mots ou que je lise la 4e de couve ? C'est votre choix.
À votre convenance, on peut lire la 4e. Alors, les choses humaines. Les Farrell forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste puis politique français. Son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble leur réussir, mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au cœur de ce roman puissant dans lequel Karine Thuil interroge le monde contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs. Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage? Alors, on sent bien qu'en effet, vous êtes parti de ce fait divers. Ça se passe aux États-Unis, comme dans le fait divers, au départ, que vous avez vu, puisque le jeune Farrell vit là-bas, vit dans une université. Mais il vient en France. Après, ça se passe en France. Après, ça se passe en France. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'échos du monde américain, oui. Donc à la fois parce qu'il est dans un campus américain, oui. Et aussi parce que sa mère, elle, est franco-américaine. Voilà. Et elle était stagiaire à la Maison Blanche en même temps que Monica Lewinsky et Huma Abedin. Et donc, c'est vrai que en toile de fond, j'évoque toutes ces affaires à l'époque entre Monica Lewinsky et Bill Clinton. Et c'était un élément intéressant aussi à intégrer dans le roman, je crois. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'au moment où vous l'avez écrit, on ne parlait pas? Là, vous êtes presque en train de nous faire un bulletin d'actualité. La réalité dépasse la fiction. On comprend pas. Je veux dire, des noms comme Bill Clinton sont quand même évoqués dans certaines affaires en ce moment sur lesquelles nous, on ne va pas revenir, mais qu'on donne dans l'actualité. Qu'en pensez-vous? Je suis moi-même étonnée. J'avoue que quand j'ai commencé à travailler, je n'imaginais absolument pas qu'il y aurait toutes ces affaires, enfin qu'on vivrait aussi un moment très fort, parce que MeToo, ça a été un moment très important pour les femmes, de libération de la parole, où on a commencé à évoquer toutes ces violences sexuelles, le harcèlement, les actes déplacés, la misogynie. Donc ça a été un moment très fort. Mais d'une certaine façon, je pense que les écrivains qui sont des observateurs de la société, peut-être aussi parfois pressentent ce qu'il peut se produire. Moi, je crois que vous avez vraiment eu un ressenti tel par rapport à cela, une analyse. C'est pas seulement du ressenti, parce que vous savez très bien analyser les choses, que finalement, ce qui se passe aujourd'hui est presque la conséquence de ce que vous aviez pressenti. Et puis, c'est ce que je raconte aussi dans le livre, c'est-à-dire que quand on est écrivain, on évolue dans certaines sphères, vous constatez certains comportements et vous demandez un jour si effectivement ça va être dévoilé, dénoncé. Et il y a eu un moment effectivement où la parole s'est libérée de manière incroyablement forte à travers le monde. Bien sûr. Et continue de se libérer. Mais c'est aussi le mystère du romancier. Est-ce qu'à un moment il va sentir quelque chose? Moi, comme vous l'avez dit, j'ai vraiment voulu écrire un roman de société. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de questionner la société. Alors je n'ai pas les réponses et je pense que ça vient aussi de ma formation. C'est-à-dire je suis juriste de formation. Bien sûr. Donc toutes les grandes questions, on le sent dans la façon dont vous exprimez. Éthiques, politiques, sociales, contemporaines m'intéressent. Et puis, ça peut être aussi lié à ma judéité. Être juif, c'est aussi questionner sans cesse le texte, la réalité. Prévoir aussi, peut-être. Pressentir, je ne sais pas. Voilà, c'est juste une question. Où vous situez-vous dans votre roman? Derrière quel personnage êtes-vous? Ah, c'est une très bonne question. Je crois qu'un auteur est tous ses personnages à la fois. C'est drôle d'ailleurs, parce qu'une fois j'avais fait lire un de mes livres à mon fils et il m'avait dit tu es partout. Et en fait, il y a certains traits de caractère qui apparaissent effectivement. Mais Flaubert disait Madame Emma Bovary, c'est moi, effectivement. Bien sûr. Il y a de nous dans tous les personnages. Plus simplement, je dirais qu'ils sont le produit de mes préoccupations, de mes peurs, de mes angoisses,
passe. Alors effectivement, Claire, le personnage de la mère, c'est la femme de 40 ans, féministe, engagée, qui va être confrontée à différentes épreuves. C'est Adam Wiesmann, son amant juif, qui est confronté, lui, à l'antisémitisme, à la douleur parce que sa fille était présente lors de la tuerie à Toulouse, donc la douleur, la violence d'un attentat. Donc toutes ces questions sont des questions effectivement qui me préoccupent en tant que femme, en tant que citoyenne, et qui apparaissent dans le livre. Est-ce que vous vous définissez comme féministe ? Oui, je considère que le féminisme est une forme d'éthique, et donc je me définis comme féministe. Oui. Oui. Alors justement, puisqu'on parle de judaïsme dans votre roman, on retrouve toute votre indignation face à ces tueries de Toulouse, face à la montée de l'antisémitisme, face à ces tueries gratuites qui en 2016 étaient encore plus proches de l'événement qu'aujourd'hui, parce qu'on sait très bien qu'avec l'éloignement parfois, disons que le choc est un peu moins violent, mais à l'époque on était quand même encore en plein dedans, et c'est pour ça que votre indignation est si forte au travers de vos personnages. Alors c'est intéressant parce que en fait le personnage d'Adam Wiesmann et de sa famille, donc qui est confronté à un acte antisémite, qui en plus va faire son alia et revenir, oui. Je crois qu'il incarne mes peurs, mais aussi les peurs de tout juif de France. C'est-à-dire que c'est vrai que ces dernières années, on a assisté à une telle recrudescence des actes antisémites qu'il y a eu une très forte inquiétude, une peur, voire parfois une panique aussi. Bien à sûr. Certains moments. Bien sûr. Parce qu'on attendait de l'État des réponses, parce qu'il y avait une incompréhension aussi, et ça nous a beaucoup fragilisés. On avait l'impression que tout pouvait virer d'un mauvais côté en quelques secondes, et j'avais envie de raconter cette peur qui est vraiment qui est très présente aujourd'hui, la peur du juif de France qui voit bien monter l'antisémitisme, et ses liens aussi, on le voit avec le personnage d'Adam, c'est-à-dire cet homme qui va partir en Israël pour essayer de se reconstruire parce sa fille a été présente lors d'un attentat, et qui ne va pas trouver ses repères, qui ne va pas réussir à s'intégrer en Israël, et qui va revenir en France. Donc je dirais que c'est la solitude du juif de France aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Karine Thuil, dans Les choses humaines, il y a beaucoup de thèmes qui sont évoqués. C'est un livre qui est extrêmement dense. Avez-vous l'impression d'avoir pu dire tout ce que vous souhaitiez ? Oui, parce que je crois qu'il y a une cohérence, c'est-à-dire que c'est quand même un livre qui pose aussi la question de la vérité, bien sûr, du fonctionnement de la justice aujourd'hui. Donc c'était vraiment ça aussi mon point de départ, c'est de raconter en fait la complexité de la nature humaine, de sortir du discours simpliste, binaire, le bien, le mal. On voit bien, je crois, dans ce livre, à quel point les êtres humains sont mouvants, instables, complexes. On peut avoir des convictions très fortes et puis voir ces convictions totalement volées en éclats. On le voit avec le personnage, par exemple, d'Adam, qui est un juif marié, père de famille, et qui un jour fait cette rencontre amoureuse avec Claire, qui vient d'un milieu laïque, et une féministe engagée, femme d'un journaliste politique influent, et qui va faire voler sa vie en éclats pour vivre cette passion amoureuse. Donc c'est un livre qui raconte aussi ça, la fragilité humaine. On croit qu'on peut tout contrôler dans une vie, et j'ai essayé de montrer qu'en fait l'être humain ne contrôle rien. C'est vrai. Alors je vous propose qu'on marque une pause et on se retrouve juste après. Vous pourrez réécouter ce programme sur judaicfm.fr. Et l'on retrouve Karine Thuil, mon invitée ce matin, pour Les choses humaines, son roman paru chez Gallimard. Alors on évoque, on a parlé en première partie d'émission un peu de tous les thèmes évoqués, mais on n'a pas fait tout le tour, parce qu'il y a aussi le thème de la célébrité, de la télévision. Est-ce que vous avez côtoyé ce milieu? Parce que il y a une telle acuité. J'ai cru peut-être reconnaître quelqu'un, mais on ne dira pas son nom parce que je ne sais pas, mais voilà.
Oui, j'avais envie de raconter. En fait, plus que le milieu de la télévision, j'avais envie d'évoquer ces personnalités qui ne veulent pas quitter la scène. C'est-à-dire Jean Farel, c'est un journaliste politique de 70 ans qui anime des grosses émissions à la télé, à la radio, et il veut rester éternellement jeune, il veut rester en poste, il se sent encore compétent et il est prêt à tout pour rester à l'antenne. Et ça, cette volonté de durer, de conserver sa place sociale, je trouvais ça très fascinant et très intéressant du point de vue romanesque, en particulier à la télévision, parce qu'il y a ce rapport aussi à l'âge, à la jeunesse, donc on voit bien tous les efforts qu'il doit entreprendre. Et ça, c'est aussi le symptôme d'une société malade qui refuse le vieillissement. Et on le voit aussi à travers un autre personnage, le personnage de Françoise, qui est la maîtresse cachée de Jean, et qui, elle aussi, est une très grande journaliste presse écrite et qui est confrontée à l'épreuve de l'éviction sociale et de la maladie. Donc c'est vrai que ce monde-là, fait d'apparence, me permettait aussi d'aborder notre propre relation à la mise en scène, à l'exhibition. Oui. J'évoque notamment dans le livre le rôle des réseaux sociaux aujourd'hui, comment les gens, les jeunes notamment, se mettent en scène sur les réseaux, sur Instagram, et finalement composent une vie totalement factice et artificielle. Oui. Et c'est vrai qu'il ne correspond pas forcément à la réalité des gens. Est-ce qu'on ne le fait pas tous, pas seulement les jeunes ? Oui, sans doute, on le fait tous. Alors moi, j'ai décidé de me retirer des réseaux justement pour ne plus participer à ce jeu social-là. Mais on crée malgré nous une société du faux, une société où le vrai n'apparaît plus. Et c'est une réflexion, ce livre aussi, sur le vrai, le faux, la vérité, le mensonge. Toutes ces thématiques qui d'ailleurs apparaissent aussi dans mes précédents livres. Exact. Alors, ce livre, quels ont été peut-être... non, une autre chose que je voulais vous demander, c'était aussi le rapport à l'orthodoxie juive. Parce qu'on le trouve évidemment, j'ai pas envie en fait, on tourne autour du sujet toutes les deux parce qu'on a très envie évidemment que les auditeurs lisent le livre, et il y a quand même une intrigue et ne pas la dévoiler, ça fait partie du jeu, nous sommes d'accord. Mais il y a toute une partie consacrée à l'orthodoxie juive et au rapport au corps dans le domaine de l'orthodoxie. C'est quelque chose qui est important pour vous ? Oui, j'avais d'abord envie de décrire ce personnage, donc la femme d'Adam, qui, après la tuerie de Toulouse, va se réfugier, trouver une consolation dans la religion. Donc ça, pour moi, c'était un élément intéressant, parce que dans notre société, on voit qu'il y a un retour du religieux. Bien sûr. Et il faut essayer de comprendre aussi pourquoi il y a ce retour du religieux. Donc j'avais envie de l'aborder de ce point de vue-là. Et puis, il y a effectivement, dans un livre qui aborde la question de la place de la femme dans la société et du corps de la femme, il y avait le rapport au corps lui-même, c'est-à-dire la façon de se vêtir, et j'avais envie, à travers le personnage de la mère, parce que la fille, elle, veut échapper au judaïsme orthodoxe et donc rejoint le père et va vivre avec le père et sa nouvelle compagne, tandis que la mère, elle, va s'installer à New York dans un quartier juif ultra-orthodoxe parce qu'elle trouve dans cette communauté un réconfort à sa souffrance, et sa fille, elle, veut échapper au contraire aux contraintes, le fait de se couvrir le corps, le fait d'être enfermée dans des rôles, la femme doit faire ceci, l'homme doit faire cela, elle veut échapper à cela. Donc j'ai voulu aussi montrer ces contradictions du monde moderne. À un moment dans le livre, j'ai pas la phrase exacte, mais il s'agit donc de cette jeune fille issue d'un milieu très orthodoxe, et le fait de dénoncer l'éventuelle agression violente qu'elle aurait subie, je parle de tout au conditionnel, vous faites dire à l'un des personnages, c'est très difficile dans ces milieux-là que de porter plainte, car sa vie peut être fichue et elle ne pourra jamais épouser quelqu'un. C'est ce que lui dit sa mère, et d'ailleurs sa mère va, après l'avoir aidé à porter plainte, va finalement s'éloigner d'elle, à la fois parce que elle lui en veut terriblement d'avoir quitté son cocon et d'avoir vécu avec le père et la nouvelle compagne. Et elle considère que d'une certaine façon elle a précipité sa chute. En tout cas, elle s'en persuade, et donc on voit bien tous les rapports, et elle lui dit effectivement à un moment, finalement, en rejoignant ton père, tu as accepté ton sort. Et surtout, il y a un moment, effectivement, un échange où Claire dit à Adam, peut-être que la mère a fait ça parce qu'elle veut se venger de ce qu'on lui a fait. Et il lui dit non, dans le milieu orthodoxe, si on apprend que ma fille a été violée,
peut-être qu'aucun homme ne voudra plus d'elle. Donc, si elle a porté plainte, c'est qu'elle considérait que la parole était vraie et elle a voulu la protéger et la défendre. Donc, il y a aussi toutes les ambiguïtés chez cette mère qui est à la fois détruite par ce qui est arrivé à sa fille et qui, après, va finir par s'en détacher parce qu'elle lui en veut terriblement d'avoir suivi le père. Il faut aussi voir la souffrance de cette femme qui a été abandonnée par son mari après cette tragédie, alors qu'ils étaient très liés, qu'ils étaient une famille très, très aimante. Bien sûr. Alors, tous ces thèmes, on les retrouve dans votre livre. Je sais que vous avez des proches qui ont dû lire les livres. Quelles sont les réactions que vous avez eues par rapport à cela ? Alors j'étais très agréablement surprise par l'accueil qu'a reçu le livre. Il a eu de très bonnes critiques. Il est nommé sur la première liste du Goncourt, donc j'en suis vraiment ravie. D'autant que, je vais être franche, quand je l'écrivais, j'avais le sentiment de manipuler une matière très dangereuse, très toxique. On est sur des sujets extrêmement sensibles. Donc je ne savais pas quelles allaient être les réactions. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis restée au plus près de la vérité judiciaire. C'est-à-dire que pour écrire ce livre, j'ai assisté à de très nombreux procès pour viol, j'ai essayé d'être juste, équitable, d'opposer les points de vue. Et il y a une forme de vérité dans le livre, en tout cas telle que j'ai essayé de la rendre. Et je crois que mes proches y ont été sensibles. Et puis, ils ont conscience aussi qu'un écrivain est libre. Et il n'y a jamais de jugement moral ou autre de la part de mes proches sur mes livres. Bien sûr. Et d'autres personnes qui ont lu, non ? Enfin, étrangère à la famille, je veux dire. Pour le moment, j'avoue que ça se passe bien. Je pense aussi que je bénéficie aussi, comme vous l'avez dit, du fait que c'est un sujet dont on parle beaucoup et la parole se délie, se libère. Oui. Les femmes ont envie d'en parler, les hommes ont envie d'exprimer aussi ce qu'ils ressentent sur ce sujet. Et donc le livre est une matière à débat, à discussion. Donc je crois qu'un auteur peut pas rêver mieux que ça, parce que c'est quoi la littérature ? C'est ça, c'est l'espace du débat, c'est l'espace de la contradiction. En tout cas, tel que je l'envisage, un livre doit susciter une réflexion, une discussion. Pour moi, c'est ça, vraiment, la littérature. Alors, Karine Thuil, quelle est la question que j'aurais dû vous poser et que je n'ai pas posée ? Moi, je vous laisse libre. Je trouve que tout était. C'est toujours un grand plaisir de discuter avec vous, Lise. Vous le savez, je viens toujours. Merci. Et donc, j'espère que ce livre touchera les lecteurs, parce que je l'ai écrit vraiment en étant absolument passionnée, happée par mon sujet. On le sent. Voilà, j'ai essayé de retranscrire la violence et la complexité de notre société d'aujourd'hui, tout en restant dans un univers très romanesque. Mon but, c'est aussi de raconter une histoire, pas d'écrire un essai de sociologie, d'entraîner mon lecteur dans une histoire forte. Et j'espère que vos auditeurs et vos auditrices auront envie de le lire. J'en suis persuadée, en tous les cas. Moi, je le conseille. Et puis, on va suivre le Goncourt, alors. En tous les cas, moi, c'est déjà un Goncourt de cœur en ce qui me concerne. Et je pense que c'est le cas pour de nombreux lecteurs, pour tous vos lecteurs d'ailleurs. Karine Thuil, vous êtes en projet sur un autre roman ? Oui, mais pour le moment, je suis tellement accaparée par celui-là, je n'en parle pas trop. Je précise juste que je serai ce soir à la librairie Lamartine à 19h30 pour une dédicace, pour ceux qui voudraient venir. Bien sûr. Et dès que la période, j'ai beaucoup de rencontres en librairie, mais après, j'ai déjà commencé à travailler sur un prochain livre. Oui. Eh bien, on l'attend impatiemment. Pour l'heure, Karine Thuil, Les choses humaines, un roman à lire absolument, paru chez Gallimard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et tout de suite, on enchaîne en musique avec, bien sûr, Les choses de la vie. Merci à Serge Surpin pour cette programmation.